Good morning, good afternoon, good evening. Bonjour, bonsoir, chers participants. C'est un grand plaisir de vous accueillir dans cette séance qui s'appelle la gouvernance de l'eau dans les mégapoles face à la multiplicité des acteurs et aux défis du changement climatique. Cela fait partie de notre deuxième conférence internationale sur l'eau, les mégapoles et le changement mondial. Notre animateur aujourd'hui s'appelle M. Michel Laforgue, qui est directeur de projet Suez et administrateur de l'Académie de l'eau France. Monsieur Laforgue, la parole est à vous. Merci beaucoup, Cécile. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de partager avec vous ou de modérer aujourd'hui avec vous cette table ronde qui sera extrêmement intéressante. Est-ce que nous pouvons changer la diapo, s'il vous plaît? J'ai quelques diapos que je souhaite vous montrer en guise d'introduction. Comme vous voyez, nous avons des panélistes aujourd'hui qui nous viennent de partout dans le monde et qui vont nous donner donc des expériences de différents continents. Et ensuite, nous terminerons avec des questions et une discussion. Tout d'abord, je voudrais vous présenter Monsieur Jean-Pierre Tabouchi. Jean-Pierre Tabouchi est conseiller technique de SIAP, chef de projet en France. Il va nous parler de ce que fait le SIAP. Il est impliqué dans la valorisation de l'eau et la gestion des solutions alternatives, des systèmes intelligents. Et il a une opinion qui est extrêmement vaste de tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ensuite, nous allons écouter Ali Chavoshian de Téhéran, qui est le directeur du Centre régional sur la gestion des eaux urbaines sous l'égide de l'UNESCO, suivi par une vidéo de New York City avec Angela Licata et Alan Cohn. Angela Licata est la commissaire adjointe du département de la protection de l'environnement de la ville de New York. Elle est chargée de la planification rurale et d'analyse, la conformité et également l'utilisation de différents matériaux dans les évaluations. DEP est également chargé de la gestion de l'eau pour la ville de New York. Et Madame Licata se trouve également sur différents conseils d'administration. Ensuite, nous avons Alain Cohn qui va partager cette présentation et le directeur adjoint de la gestion intégrée de l'eau de DEP. Il est concerné avec des incitatifs financiers pour les différentes communautés, les infrastructures et la réduction de la pollution dans les eaux usées. Il siège dans une agence de 12 services d'eau qui traitent de l'eau et des ressources de l'eau. Ensuite, nous allons écouter Akomeno Oteri du Lagos, qui est consultant au sein des services de consultation de Hydrated Geo, ancien directeur général. Ensuite, nous allons écouter Julie Perkins de Une Habitat. Elle travaille pour atteindre les ODD grâce au partenariat. Nous allons terminer avec une séance de questions et de discussions suivie par Régis Thépeau qui va nous faire un résumé. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous parlons de la gouvernance de l'eau face au changement climatique. Il y a beaucoup de villes et de bassins versants où ces changements climatiques vont donner lieu à des étés qui seront plus secs, plus chauds, moins d'eau,
plus besoin en matière d'eau, plus de pluviométrie, des inondations et la montée de la mer. Une des questions clés aujourd'hui, c'est est-ce que cette gouvernance en matière d'eau est bien adaptée aux conditions climatiques variables et à la gestion de ces crises hydriques? Qu'en est-il de la gestion des ressources, de la concurrence? Qu'en est-il de la gestion croisée des différents services urbains? Car il faudrait avoir une base commune de tous ceux qui participent à la prise de décision. Qu'en est-il de la réglementation? Qu'en est-il du fait que nous avons besoin d'avoir une gestion plus centralisée? Qu'en est-il de la gestion locale par rapport à la gestion régionale? Quels sont les impacts sociaux? Et pour traiter tous ces sujets, je vais passer la parole à Jean-Pierre Tabouchi. Et pour ceux qui souhaitent poser des questions, vous avez à la fin, vous avez la possibilité sur votre écran Zoom de poser une question dans le chat et nous allons essayer d'y répondre. Jean-Pierre, je vous passe la parole. Bonjour. J'ai l'honneur d'ouvrir cette session avec une première présentation. Et d'abord, je voudrais remercier les organisateurs, l'UNESCO, la Métropole du Grand Paris et l'ARSO pour m'avoir invité à présenter les enjeux de gouvernance et de gestion de l'eau dans un contexte de changement climatique dans la mégapole parisienne. Diapositive suivante. Voilà, donc une première diapositive pour présenter le bassin de la Seine, qui est l'objet de notre présentation et qui fait l'objet d'un grand nombre d'études, notamment dans le cadre du changement climatique. Diapositive suivante. L'agglomération parisienne, la région Île-de-France, donc est une région qui compte 12 millions d'habitants et avec un cœur urbanisé qui constitue la mégapole parisienne. C'est la zone qui est en marron sur la carte. Et le territoire sur lequel intervient le SIAP, dont je suis un agent, est le territoire en bleu et il couvre en fait finalement une bonne partie de ce territoire. Diapositive suivante. Le SIAP en quelques mots, c'est le service public d'assainissement de l'agglomération parisienne. Il traite les eaux de 9 millions d'habitants. Il dispose de 6 stations d'épuration qui sont réparties autour de l'agglomération parisienne. Cette surface de zone de collecte fait 1800 km² et nous sommes en charge du transport final des effluents vers ces stations d'épuration. Diapositive suivante. Je vais vous présenter une série d'enjeux en termes de gouvernance pour montrer toute la complexité de la gestion de l'eau dans l'agglomération parisienne. Et cette complexité pose des questions en termes de gouvernance. C'est un peu le propos de ma présentation. Si on prend l'enjeu assainissement, l'organisation est une organisation complexe qui présente divers niveaux d'intervention. Sur la gauche de l'écran, en bleu, c'est le travail de la collecte des eaux usées. Elle est sous la responsabilité de 40 structures communales ou intercommunales. Une fois cette collecte réalisée, les effluents sont transportés par 17 structures intermédiaires qui ont en charge l'acheminement de ces eaux usées vers les ouvrages du SIAP, donc qui sont en aval, qui est la partie verte de la diapositive, où on fait le traitement et nous sommes l'interface finalement entre le milieu naturel et cette mégapole de 9 millions d'habitants. Diapositive suivante. Autre enjeu, la protection et la gestion des inondations. Il y a deux grands acteurs principaux. La métropole du Grand Paris, qui a en charge le cœur de la région et qui assure la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations.
Et il y a un autre partenaire important qui a son domaine d'action plutôt sur l'amont, en fait, qui est l'établissement public Seine-Grand Lac, dont la fonction est double, assurer le maintien d'étiage du débit de la Seine, notamment dans l'agglomération parisienne, et d'assurer la lutte contre les inondations. Pour assurer ces deux fonctions, donc l'établissement public Seine-Grand Lac dispose de 4 grands ouvrages de stockage qui ont une capacité totale de 850 millions de mètres cubes. Donc là, on a 2 institutions en charge de la protection et de la gestion des inondations. Si on se déplace de la diapo suivante sur le domaine de l'eau potable, là aussi, la distribution de l'eau potable, la production de l'eau potable et sa distribution sur toute la région parisienne se fait par l'intermédiaire d'un grand nombre d'acteurs. Et autre point important, il y a autant de prix de l'eau que de municipalités. Et là aussi, donc, il y a chaque maître d'ouvrage est finalement responsable de la décision du prix de l'eau. Donc, quand on regarde ce paysage, on a l'impression d'une gestion extrêmement éclatée, ce qui est la réalité. Et évidemment, ça interroge sur la question de la gouvernance, avec évidemment la difficulté de savoir qu'est-ce que la gouvernance, de quoi parle-t-on quand on parle de gouvernance. Sur cette agglomération, on a des enjeux, changement climatique, et il y a eu plusieurs programmes de recherche qui ont été conduits. Et donc, diapositive suivante. Juste pour illustrer un des enjeux principaux aujourd'hui parfaitement documenté et clair pour tous les acteurs en termes de changement climatique, l'impact principal du changement climatique sera globalement une baisse du débit de la Seine, qui est l'axe principal du bassin versant. La courbe verte sur le graphique représente la courbe de variation du débit au cours de l'année en temps présent. Et si on se projette à mi-siècle, donc 2050 à peu près, donc les effets sont attendus entre 2040 et 2060, c'est une baisse générale des débits de la Seine qui sont attendus, et avec un point particulièrement difficile pour la préservation du milieu naturel, c'est la période estivale où on attend une baisse des débits qui est entre 10 et 40%, ce qui pose des questions sur la capacité que l'on aura dans le futur à préserver la Seine et à la conserver en bon état. Et ce que l'on voit aussi, c'est que l'évolution principale se fait dès le milieu du siècle, puisque quand on se projette à la fin du siècle, la tendance continue de s'accentuer, mais l'essentiel du chemin est déjà parcouru. Diapositive suivante. Alors, malgré la description un peu difficile de la gouvernance de la gestion de l'eau en région parisienne, on a tout de même des outils majeurs et qui finalement nous aident beaucoup pour nous projeter dans le futur. Et nous avons deux outils principaux qui sont d'un côté pour la gestion de la qualité des eaux de rivière, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est un outil qui a été repris dans la directive cadre sous la forme de plan de gestion. Et puis, donc ce schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est révisé tous les 5 ans. Il fait l'objet d'une concertation et d'une consultation du grand public. Il a un pouvoir légal, réglementaire, et donc c'est extrêmement important ce point de vue-là. Et le plan de gestion qui est en cours, qui est aujourd'hui en service, prend déjà en compte les enjeux de changement climatique, et la prochaine révision qui vient d'être validée va renforcer les actions dans le domaine de la prise en compte de l'adaptation au changement climatique. Le deuxième volet, c'est la gestion du risque inondation, et donc calqué sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, on a un plan de gestion du risque inondation qui lui aussi est sur le même calendrier que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, ce qui fait que les problématiques
de gestion globale de l'eau, la pollution, la quantité, les usages, est parfaitement coordonné avec la gestion du risque inondation. Et ce plan de gestion du risque inondation, lui, est conduit par les autorités de l'État, alors que le plan de gestion de la qualité des eaux de rivière se fait par l'intermédiaire d'un comité de bassin. Et il est soumis donc au débat de ce comité de bassin et à la consultation du grand public. Ce que je vous indique là est vrai pour toute la France. La France est divisée en 6 bassins versants, c'est ce que l'on voit sur la carte. Et donc, c'est vraiment ces outils-là qui donnent l'orientation de la planification. Diapositive suivante. Jean-Pierre, il reste moins de 2 minutes. Oui, on a aussi d'autres outils de planification au plan régional. On a un plan climat-air qui est au niveau territorial, qui fixe les ambitions en termes de lutte contre le changement climatique, d'atténuation du changement climatique. Nous avons des documents d'urbanisme qui, eux aussi, sont à l'échelle locale et régionale, qui permettent d'avoir la planification urbaine. Et puis enfin, on a aussi un plan de gestion des déchets, ce qui fait que l'ensemble de ces outils, finalement, qui sont soumis soit à la concertation, soit à la validation de différentes autorités, d'associations environnementales, des professionnels, etc., font qu'on a globalement une panoplie d'outils de planification qui permettent de prendre en charge le changement climatique. Diapositive suivante. Et le SIAP, lui, pour ce qui le concerne, élabore son plan d'assainissement en concertation avec l'ensemble des acteurs de l'assainissement de la région parisienne. Diapositive suivante. Donc, en conclusion, on peut se poser la question de savoir si finalement on a les bons outils en termes de gouvernance. C'est très certainement insuffisant, mais ils sont aujourd'hui, ils nous permettent d'anticiper les effets du changement climatique, avec malgré tout une implication du grand public qui est limitée. Et c'est peut-être un des points les plus importants dans l'évolution future de la gouvernance, c'est d'impliquer plus largement le grand public pour avoir une meilleure sensibilisation de ce public, mais aussi en retour une sensibilisation des différents décideurs au niveau de la région parisienne. Quoi qu'il en soit, les outils que l'on a aujourd'hui nous permettent aujourd'hui de gérer les impacts du changement climatique. Et pour conclure, ça laisse un champ ouvert pour la recherche. Et en région parisienne, nous avons un outil qui est l'association ARSO, qui réunit les chercheurs, les opérateurs et les politiques pour orienter les travaux de recherche de l'ensemble des acteurs et répondre aux besoins de l'ensemble des acteurs. Donc, pour conclure, malgré un déficit d'outils de gouvernance, nous avons les moyens de nous préparer à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation du changement climatique. Merci. Thank you very much, Jean-Pierre. We will continue with the next speaker. Nous allons poursuivre avec l'orateur suivant, Ali Chavoshian de Téhéran. Vous avez la parole. Ali. Ali, nous ne vous entendons pas. Merci beaucoup de votre temps. Je suis Ali Chavoshian. Je voudrais parler avec vous de stress hydrique et de la concurrence pour des ressources limitées. Donc, nous allons parler de ressources en eau limitées. Tout d'abord, j'aimerais me présenter la région sur laquelle je travaille. Diapo suivante. Donc, je travaille pour le Centre régional sur la gestion de l'eau urbaine à Téhéran. C'est un centre sous les auspices de l'UNESCO. Nous avons différents États membres. Nous avons un comité de gouvernance directeur annuel. Nous avons également des liens avec l'Égypte,
le Bangladesh, l'Inde, etc. Sur cette diapo, en fait, je voudrais vous montrer les différentes mégapoles dans cette région, ainsi que les grandes métropoles, le Caire, Istanbul, Karachi, etc., ainsi que des mégapoles en Inde et dans d'autres pays. Donc des villes et des régions qui font face à des ressources limitées en eau. Donc cela fait partie de la région géographique sur laquelle je travaille. Sur la diapo suivante, vous allez mieux comprendre. Là, j'ai essayé de comparer les zones bâties et c'est un bon indicateur d'urbanisation, même si ce n'est pas forcément de l'urbanisation en tant que telle, mais c'est un bon indicateur entre l'année 2000 et 2020. Donc, si l'on compare la carte de gauche avec celle de droite, on voit qu'il y a une augmentation immense des zones bâties. En Inde, bien sûr, mais également dans d'autres parties de cette région. Si on passe à la diapo suivante, là, j'ai essayé de vous montrer un zoom sur Téhéran. Si on regarde Téhéran en 2000 et qu'on compare à la situation en 2020, on voit que les zones bâties se sont largement étendues. Il y a également des villes satellites qui se sont organisées, qui se sont développées autour de Téhéran, comme vous le voyez donc au sud-ouest de Téhéran. Donc ce type de phénomène, l'urbanisation, la croissance démographique, sont réels et il faut prendre en compte les impacts du changement climatique. Dans la plupart des cas dans cette région, cela a mené donc à une réduction des précipitations et de l'eau disponible. Donc j'aimerais vous parler plus particulièrement du cas de Téhéran. Quels sont les défis auxquels fait face le gouvernement, notamment face à des ressources en eau limitées, et quelles sont les solutions qui nous permettent, d'une certaine façon, de faire face à ce défi. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, intéressons-nous à la population et au climat de Téhéran. Comme vous le savez, Téhéran est la ville la plus peuplée d'Asie occidentale, population de 9 millions. Et si on s'intéresse donc à l'agglomération de Téhéran, on parle de 15 millions de personnes qui vivent donc dans cette région. Le climat, tout comme autres mégapoles dans cette région, est un climat aride à semi-aride. Les précipitations annuelles moyennes à Téhéran sont de 230 mm. Par le passé, ce chiffre s'élevait à 250 mm. Mais toutes les études récentes nous ont contraints à corriger ce chiffre et à le réévaluer à 230 mm en termes de précipitations annuelles moyennes. Donc, on voit vraiment la raréfaction des ressources en eau. C'est assez facile à comprendre. Donc, ce qui est très important, c'est que dans la partie nord de Téhéran, donc région montagneuse et peu peuplée, on reçoit 700 mm en termes de précipitations annuelles moyennes. Et lorsqu'on va dans le centre de Téhéran, donc vers le sud de Téhéran, là où vivent la majorité des habitants, là, on parle seulement de 200 mm de précipitations annuelles en moyenne. Donc, pour la gestion des ressources en eau, à Téhéran, nous avons 5 barrages, des barrages qui contribuent à environ 50% de l'approvisionnement en eau et le reste provient d'eau souterraine, nappe phréatique. Donc, effectivement, nous faisons face à une dégradation des eaux souterraines. La situation est tout à fait sérieuse. Diapo suivante, s'il vous plaît. Avec cette diapo, ce que j'aimerais partager avec vous, ce sont des informations basiques sur le
traitement de l'eau et des eaux usées à Téhéran. Donc, couverture de 100% pour l'eau potable. Tous les jours, nous fournissons de l'eau donc à hauteur de plus de 3 millions de mètres cubes par jour. La consommation de l'eau est assez haute puisqu'il s'agit d'une ville aride, semi-aride. Donc, nous devons travailler là-dessus. Nous en sommes conscients. Il faut faire en sorte que ce chiffre soit plus bas. On sait que c'est trop élevé pour une ville qui fait face à des ressources en eau limitées. L'une des raisons qui se cache derrière cette consommation élevée, c'est les tarifs très bas de l'eau. Il faut savoir que la ville de Téhéran reçoit 80% de subventions. Donc, il ne paye que 20% du prix de l'eau. Le reste est fourni sous forme de subventions par le gouvernement iranien. En ce qui concerne le traitement des eaux usées, la couverture est de 65%, pardon. Donc, il y a un plan qui est en cours. Diapo suivante. Alors, Téhéran est une mégapole. Et donc, il y a différents acteurs qui sont chargés de la gestion de l'approvisionnement en eau. Tout d'abord, le ministère de l'Énergie. À Téhéran, il est chargé donc de la gestion de l'eau. Et un petit peu plus tard, donc avant c'était un autre ministère, un ministère de l'eau, et maintenant c'est le ministère de l'Énergie. Un ministère qui gère les barrages, mais également les eaux souterraines et également tout ce qui est système d'accès à l'eau en Iran. Donc, c'est un petit peu différent d'autres mégapoles, peut-être, puisque dans de nombreuses mégapoles, on voit que c'est la municipalité qui va être chargée des services publics liés à l'eau. Mais à Téhéran, on a un système de gestion double. Donc, il y a le ministère de l'Énergie chargé de l'approvisionnement en eau et la municipalité, la mairie est chargée de la gestion au quotidien, les espaces verts, les zones publiques et la municipalité de Téhéran est vraiment un autre acteur clé, mais qui ne contrôle pas l'eau en Iran. Et donc ça, c'est une question de réglementation. L'autre acteur clé dans le secteur de l'eau à Téhéran, c'est le ministère de l'Intérieur. Il est chargé de la coordination entre différentes agences, gouvernementales et semi-gouvernementales. On pourrait parler du ministère de l'Industrie ou d'autres départements, mais simplement, je voulais vous présenter les acteurs principaux. Je pense qu'on peut bien comprendre les défis et les problèmes liés à la gouvernance de l'eau à Téhéran. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le ministère de l'Énergie qui est chargé de l'approvisionnement en eau et donc une dépendance très forte des subventions provenant du gouvernement. Et puis ensuite, il y a la municipalité du côté de la demande. Donc la municipalité a besoin de l'eau pour les zones publiques, pour la gestion quotidienne de la ville. Et puis il y a le ministère de l'Intérieur qui doit coordonner tout cela. Donc l'une des solutions à laquelle nous avons abouti, c'est d'essayer de trouver un mécanisme de coordination. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Il vous reste 2 minutes, Ali. Oui, bien sûr. Alors, sur cette diapo, je voulais simplement vous montrer que l'eau est limitée, notamment en situation de sécheresse. Par exemple, ces 2 dernières années, il y a eu des épisodes de sécheresse modérés à Téhéran. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voici donc ma dernière diapo. Et donc, je vais pouvoir vous présenter une des solutions qui fonctionne à Téhéran. Il s'agit de mettre en place un accord entre la ville de Téhéran et le ministère de l'Énergie.
Donc, on a le conseil municipal de Téhéran, le ministère de l'énergie, la municipalité de Téhéran. Il y a un accord entre ces trois acteurs pour une meilleure gestion de l'eau pour la ville de Téhéran. Comme vous le voyez, les objectifs de l'accord sont les suivants: améliorer la structure administrative du secteur de l'eau et des eaux usées, utilisation optimale des structures disponibles, améliorer la qualité des services et la gestion des actifs. Et le résultat de cet accord, c'est que dans la ville de Téhéran, on a pu voir une réduction donc au niveau des périodes de réparation moyenne. On est passé de 2,6 à 2,0. Donc, pour le temps de réparation moyen du système, s'il y a un problème, une fuite ou un incident qui survient. Donc, ça, c'est dans les zones urbaines. Et on a réussi à augmenter le nombre de centres de services avant cet accord. On avait 430 centres de services. Et après l'accord, c'est un chiffre qui s'élève désormais à 1240. Donc, cela permet de fournir de meilleurs services à la ville de Téhéran. Donc, voilà l'une des solutions que nous avons pu trouver pour améliorer la gouvernance des ressources en eau limitées de Téhéran. Cela étant dit, le problème de fond, c'est vraiment le tarif de l'eau, le prix de l'eau. Donc, il va falloir résoudre ce problème du tarif. Sinon, ce type de solutions ne seront que des rustines et cela n'empêchera pas des problèmes de survenir, donc des problèmes de plus grande ampleur à l'avenir. Je souhaite maintenant vous remercier pour votre attention. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, Ali. Alors maintenant, nous allons entendre une vidéo de nos collègues de la ville de New York. Est-ce que vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît? Merci. Welcome, this is Dylan Marr, the New York City Department of Environmental Protection. We're going to be presenting today on collaboration and managing water resources in both water and stormwater. Today we have Angela Cotta, who is our Deputy Commissioner of Sustainability at DEP. We also have Alan Cohen, who's the manager at DEP. We're going to be presenting on these issues. Angela? Thank you, Dylan. We're going to begin with an overview of the New York City's Department of Environmental Protection, which is one of the largest water delivery and wastewater utilities in the United States. And our annual revenues are approximately $4 billion per year. Water supply is a very large and very vast system. It extends almost 120 miles to the north of the city itself, and it is including 19 reservoirs and 3 controlled lakes. We also have a very large wastewater treatment system of 14 wastewater resource recovery facilities and 96 pumping stations together, which treat 1.3 billion gallons a day of wastewater, and they can treat double that amount when we have rain events, so they can provide primary disinfection during storm events. We are also the New York City agency responsible for air, noise, and hazardous waste compliance with several codes. Next slide, please. We wanted to focus on the water supply for a moment here, and in particular, we want to focus on 2 of our watersheds known as the Catskill and Delaware watersheds. Bassin versant. Ça s'appelle les bassins versants du Catskill et Delaware qui se trouvent au nord et à l'ouest. Et il y a 3 réservoirs que vous avez ici encerclés en jaune. Ces 3 réservoirs sont les réservoirs qui sont responsables aujourd'hui de la fourniture de 50% de l'eau potable par jour, même plus près de 60%. DEP fournit 8,8 millions de résidents de la ville de New York avec de l'eau.
dans d'autres localisations, d'autres villes où les réservoirs et les aqueducs qui sont traversés par ces réservoirs. Et nous sommes également la source principale d'eau le bassin versant du Delaware, qui est une source hydrique extrêmement importante pour tous les parties prenantes qui se trouvent plus au sud. Et je crois qu'avec la prochaine diapo, vous verrez exactement de quelle communauté il s'agit. Comme vous pouvez le voir, le fleuve Delaware traverse New York, la Pennsylvanie, New Jersey et Delaware. Donc, c'est une ressource absolument cruciale pour tous ces États. Et il y avait en 1931 une ordonnance de la Cour suprême des États-Unis qui a créé un programme géré de gestion pour ce système de Delaware. Cette ordonnance a été révisée une fois en 1954 et est un des documents fondateurs primordiaux pour la gouvernance de l'eau. C'était à l'époque aucun des parties prenantes ont envie de changer cette ordonnance parce que les conséquences ne sont pas très claires et personne ne veut ouvrir cette boîte de Pandore et modifier cette ordonnance. Les accords sont plutôt des accords entre gentlemen et il y a eu des accords en 2008, des accords en 2017 qui ont été faits sur une base de coopération. Nous travaillons sur l'atténuation des inondations, la régulation de l'eau, des différents systèmes de conservation, des bassins de pisciculture, de la vie sauvage. Nous travaillons pour améliorer les fluctuations des débits pendant des temps de sécheresse pour mieux gérer les parties salines près de Philadelphie et nous avons effectué beaucoup d'études multiples sur ce problème de salination et d'autres. Je vais passer la parole à Alan Cohn. Merci beaucoup, Angela. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'impact du changement climatique sur les bassins versants et ce que fait le DEP ainsi que les autres partenaires dans notre communauté pour être sûr que nous arrivons à prévoir les impacts potentiels et mettre en place des programmes qui vont optimiser les ressources hydriques. Parmi les impacts potentiels du changement climatique, vous avez des impacts qui ne sont pas potentiels, ce sont des choses que nous voyons déjà aujourd'hui. Par exemple, une pluviométrie très forte, très lourde. Nous avons vu des événements très récemment avec la tempête Ida. Ici, vous avez des images de 2011 avec la tempête Irène et les déversements d'eau par-dessus le barrage de Gilboa. Toute cette eau doit être traitée avant que ça n'arrive dans notre eau potable. Nous avons également le potentiel des impacts des sécheresses également. Nous en avons déjà eu des sécheresses. La plus sévère était dans les années 1960 et nous savons qu'il ne faut pas uniquement préparer pour des catastrophes de forte pluviométrie, mais également de très fortes sécheresses. Donc, vous avez ici des priorités. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais bien sûr, il y a le problème de la montée des mers. Beaucoup des communautés qui reçoivent de l'eau du fleuve Delaware, Philadelphie, la New Jersey, là, vous avez peut-être le potentiel que l'eau saline, l'eau salée, va contaminer l'eau potable. Il faut travailler avec ces différentes parties pour mieux comprendre les impacts à notre système, à nos systèmes collectifs et pour être sûr que nous faisons tout notre possible pour y remédier.
Dans cet esprit, nous faisons de la modélisation de projets, c'est-à-dire nous prenons des modèles mondiaux de circulation, nous essayons de les réduire à la taille du bassin versant de la ville de New York. Nous examinons les précipitations futures, nous regardons des différents éléments qui peuvent générer des incidents météorologiques pour avoir des scénarios asifs, savoir quel serait l'impact sur nos ressources hydriques si telle ou telle chose se passait. Donc, nous continuons à travailler sur la turbidité, les nutriments, d'autres paramètres de l'eau. Nous travaillons avec des partenaires dans la zone du bassin du fleuve Delaware. Nous pouvons travailler, nous pouvons considérer l'impact et les adaptations et nous intégrons également le changement climatique dans nos opérations quotidiennes. Nous avons un modèle extrêmement sophistiqué qui s'appelle the Operation Support Tool, qui incorpore qui a des informations qui concernent les prévisions des flux, des débits dans différentes scénarios de changement climatique et quel sera exactement l'impact sur nos ressources d'eau potable. Nous utilisons cet outil pour voir comment nous pouvons mieux gérer ces scénarios dans un contexte de changement climatique. Pour ce qui est de l'optimisation, une des premières choses que nous pouvons faire, c'est de s'assurer que nous utilisons nos ressources hydriques aussi efficacement que possible, surtout pendant des périodes de sécheresse. Et il faut également être sûr que nous sommes exemplaires par rapport à nos partenaires. Nous devons gérer nos propres ressources. C'est un très bon moyen de montrer que nous faisons exactement ceci. Nous avons une population de plus de 8,8 millions de personnes en 2020 et ceci coïncide avec une demande en eau potable de 969 millions de gallons par jour, qui est à peu près 3,3 milliards de litres par jour. Et ces résultats sont mieux que dans le passé, y compris pendant la période, la sécheresse de 1960. Ceci est dû à plusieurs facteurs. Nous avons tout d'abord fait des contrôles extrêmement fréquents de l'eau potable, l'efficacité, les normes de construction qui exigent certaines mesures de construction fixes. Et tout ceci a amélioré l'efficacité. Nous avons un système de suivi qui est excellent pour ce qui est de l'eau potable dans le secteur de la construction et le logement. Nous travaillons avec nos partenaires municipaux, avec d'autres villes, avec des partenaires, des grossistes dans la communauté, dans la ville, pour être sûr de maximiser cette fourniture, ces ressources en eau. Alors ici, nous avons beaucoup de détails, mais en fait, nous travaillons avec 7 communautés, municipalités qui achètent de l'eau de New York City et nous mettons sur pied des plans de gestion d'eau pour être sûr que ces villes peuvent utiliser l'eau d'une manière aussi efficace que possible. Alors, une de ces villes que nous travaillons, avec qui nous travaillons aujourd'hui, Austining est une des villes avec lesquelles nous travaillons et ils ont investi très lourdement dans la conservation de l'eau. Mais même juste le fait simple de faire une audit hydrique et de concevoir un plan de gestion d'eau a généré 5% d'économie dans l'utilisation d'eau. 20 millions de litres de l'eau par jour ont pu être épargnés grâce au fait qu'il y a eu tout simplement un plan de gestion d'eau et un audit hydrique. Nous avons donc travaillé de nos ressources en eau.
je voudrais vous parler un tout petit peu des autres impacts que nous voyons causés par le changement climatique, des impacts sur New York. Il faut préparer pour les incidents que nous avons déjà vus et ceux que nous n'avons pas encore vus. Nous avons vu des tempêtes côtières, des super tempêtes, Super Sandy. Nous pensons que le niveau de la mer va augmenter de plusieurs centimètres au cours des 76 centimètres au cours des 50 prochaines années, précipitations, une augmentation de 1,5 fois plus d'ici 2080 et la température qui va tripler également. N'oublions pas l'ouragan Ida. Je vais passer la parole à Angela qui va nous parler de comment nous essayons de faire face à ces différents incidents climatiques. Très récemment, le 1er septembre 2021, nous avons été frappés, New York a été frappé par l'ouragan Ida, avec une pluviométrie qui n'avait jamais été vue auparavant, une précipitation en 1 heure qui était sans précédent. Nos systèmes d'assainissement ont été submergés, il y a eu des inondations dans la rue et malheureusement, 13 personnes habitant de New York ont perdu la vie ce jour-là. Donc, la ville a mis en place des réponses. Nous avons mis sur pied un programme qui va tenter d'améliorer la résilience à l'intérieur de la ville. Ceci grâce à 6 étapes. Nous voulons nous assurer d'améliorer les communications sur les alertes précoces de phénomènes climatiques. Nous voulons travailler avec des scénarios. Nous avons également nous voulons améliorer les infrastructures et les constructions dans la cité. Nous voulons nous assurer que les caves et les étages au rez-de-chaussée soient beaucoup plus sécurisés pour que des personnes qui habitent à New York peuvent bien sûr continuer à vivre dans leurs appartements avec des caves et des rez-de-chaussée, mais il faut que ça soit beaucoup plus sûr. Alors malheureusement, je voudrais remercier Angela et Alan pour leur présentation qui a été absolument passionnante. Et vous avez bien sûr la possibilité de visionner cette vidéo ici à l'UNESCO sur le site web. Vous pouvez de cette façon voir exactement. Ils ont également posé quelques questions et répondu à des questions dans cette vidéo. Donc, allez le voir si cela vous intéresse. Nous allons poursuivre avec Akomeno Oteri qui va parler de la ville de Lagos. Vous avez la parole. Akomeno, nous ne vous entendons pas. Any issue with your sound? Mr. Akomeno Oteri, Monsieur Akomeno Oteri, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci Akomeno. Vous avez la parole. Bonjour. Merci de m'avoir invité pour faire une présentation sur la gouvernance de l'eau dans la mégapole de Lagos. Donc, pour cette présentation, je voudrais présenter donc par un résumé, puis une introduction sur la situation de Lagos, la géologie, la géographie, la géomorphologie des ressources en eau. Ensuite, on parlera de la structure de la gouvernance de l'eau pour la mégapole de Lagos.
et la structure de gouvernance de l'eau au Nigeria, puisque c'est bien du Nigeria dont on parle. On parlera de la pérennité ensuite de cette structure de gouvernance et puis ensuite du changement climatique. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, vous avez un résumé de ma présentation qui expose le sujet. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, vous voyez une carte de la mégapole de Lagos. Lagos se situe au sud-ouest du Nigeria. C'est donc bordé par la République du Bénin, de l'État d'Ogun. Et au sud, vous avez l'océan Atlantique. Il y a un littoral de 180 km avec l'océan, ce qui a bien sûr un impact sur la géologie de Lagos en termes de ressources en eau. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, sur cette carte, vous voyez les ressources en eau de surface de l'État, beaucoup de cours d'eau donc qui viennent de la partie nord du pays et qui arrivent à Lagos et qui finissent dans l'océan. Donc on voit que les plans d'eau et les zones humides représentent 40% de la surface. Il y a des aquifères dans cet état. Et il y a différentes études qui montrent que ces aquifères peuvent être peu profonds ou bien être en dessous du niveau du sol. Donc, voilà ce que l'on sait sur les aquifères ainsi que sur les différents plans d'eau. Diapo suivante. Ici, vous voyez la structure de gouvernance de la mégapole de Lagos. Donc, vous avez le ministère de l'Environnement et des Ressources en eau de l'État de Lagos qui est... Il y a également le bureau donc des services d'écoulement des ressources de l'eau et le département des ressources en eau. Il y a également des agences du gouvernement fédéral qui sont associées. Donc, pour en revenir à ce bureau des ressources en eau, des services d'écoulement, il y a également donc le bureau des ressources de l'eau qui fait rapport au département des ressources en eau. C'est un département qui est responsable de tous les domaines des ressources en eau dans l'État de Lagos. Donc à Lagos, il y a le ministère de l'Environnement, mais il y a d'autres ministères qui sont associés à la gestion de l'eau, donc approvisionnement en eau. Il s'agit en l'occurrence du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, le ministère de l'Agriculture et des Coopératives et le ministère de l'Infrastructure du front d'eau. Diapo suivante. Donc, la gouvernance de l'eau au Nigeria. Donc, Lagos est un État parmi les 36 États et le territoire de capitale fédérale au sein d'une république fédérale. Donc, le gouvernement fédéral, par le biais du ministère fédéral des ressources en eau et de ses agences, ainsi que d'autres ministères, agences et départements fédéraux, donc 18 au total, tous ces acteurs donc ont un rôle, une fonction réglementaire, de politique et de formulation juridique. Donc, il y a une législation en cours, projet de loi sur les ressources en eau, projet de loi national, donc, qui stipule que toutes les ressources en eau, que ce soit les eaux de surface ou les eaux souterraines, qui passent d'un État à l'autre, passent sous la juridiction du gouvernement fédéral du Nigeria. Si ce projet de loi est adopté, alors l'État de Lagos n'aura plus de rôle de gouvernance sur les ressources en eau dans les États, sauf pour l'approvisionnement en eau au utilisateur final. Diapo suivante. Alors, au fur et à mesure des années,
on a pu voir qu'il y a eu des changements en termes de structure de la gouvernance de l'eau au Nigeria. Comme je vous l'ai dit, il y a ce projet de loi qui est dans les tuyaux. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que la gouvernance de l'eau au Nigeria se caractérise par une base de données faible, une responsabilité fragmentée, un cadre institutionnel faible, un développement qui manque de coordination et un manque de données de base pour la planification. Diapo suivante. Alors très brièvement, je souhaiterais maintenant vous parler de la situation de gouvernance à Lagos. Donc, la situation actuelle de gouvernance à Lagos n'est pas du tout adaptée. Les gens donc sont très dépendants pour l'utilisation des foyers. On ne sait pas finalement quelles sont les quantités d'eau concernées. En 2015, il faut savoir que la situation institutionnelle était meilleure qu'aujourd'hui. Donc, finalement, ça veut dire que la situation s'est détériorée, même si le gouvernement fait des efforts pour corriger le tir. Donc, cette structure de gouvernance actuelle à Lagos, elle n'est pas adaptée à une mégapole, puisqu'il n'y a pas d'adhésion à la structure telle qu'elle est présentée dans les arrêtés de 2019. Il y a des ministères, des agences qui prennent des initiatives à l'insu du ministère coordonnateur. Donc, il y a une question d'autonomie. Certaines entités qui étaient très autonomes il y a quelques années, mais désormais, il faut passer par la structure ministérielle. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, finalement, la situation est telle qu'elle est. Donc, encore une fois, la coordination n'est pas suffisamment bonne entre les différentes entités, ministères, départements, agences. Il y a une question de centralisation. Mais finalement, cette centralisation en cours ne va pas être bénéfique pour la mégapole de Lagos. Il vous reste 2 minutes. Alors, le changement climatique et la mégapole de Lagos. Donc, on a été très proactifs pour faire face au changement climatique. Il y a eu des études, des conférences, le plan d'action climatique qui a été mis à jour à l'horizon 2025. Donc, on a commencé donc une réglementation des forages qui va permettre de lutter contre le changement climatique et de mieux gérer les ressources en eau. On voit également qu'il y a des plans de développement très proactifs, d'eau de surface et d'eau souterraine supplémentaires. Et puis, il y a un travail qui est fait sur la question de la gestion au niveau gouvernemental. Diapo suivante. Donc, pour la conclusion, comme je l'ai dit, finalement, il faut qu'il y ait davantage de coordination et d'amélioration entre la mégapole de Lagos et au Nigeria en général. Il faut qu'il y ait un meilleur développement des questions d'assainissement et de plans pour l'eau à Lagos. Il faut davantage de collecte de données, davantage d'études. Et la réglementation doit être au niveau de l'État, la coopération entre les États et avec les agences fédérales doit être améliorée. Merci beaucoup de votre attention. J'ai eu grand plaisir à vous faire cette présentation. Merci Agomeno pour cette présentation très intéressante. Alors, Julie Perkins va maintenant prendre la parole. Vous avez la parole, Julie. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait.
Bonjour, merci Monsieur Laforgue de nous donner la parole. Et merci aux organisateurs de cette table ronde très intéressante. Donc, tout ce qu'on a entendu est extrêmement intéressant et je suis contente de vous parler du point de vue de UN Habitat. Donc, je n'ai pas de diapo à vous proposer, mais ça me permettra de rester dans les temps. Donc, les défis dont on a parlé ont déjà été bien définis. C'est quelque chose de plus en plus répandu de voir des villes qui font face à des pénuries d'eau ou des épisodes de sécheresse et puis ensuite des inondations dramatiques au même endroit quelques mois plus tard. Il faut savoir que une grande partie de la population va faire face à des phénomènes d'inondation ou des pénuries d'eau ou davantage de précipitations. Et ça, c'est lié au changement climatique, sans parler des autres problèmes qui peuvent déjà survenir et que nous traitons chez UN Habitat. La qualité de l'eau s'améliore dans certaines mégapoles et les eaux usées sont traitées à hauteur de 10% dans certaines villes qui sont connectées donc au système d'égouts. Et le changement climatique, bien sûr, aggrave les questions de qualité. Et on sait également que la quantité est touchée, comme on peut le voir à Paris, par exemple. Donc, il est vraiment essentiel de rappeler qu'il faut s'intéresser au côté adaptation, mais également atténuation des risques lorsqu'il s'agit de déplacer, de traiter l'eau. C'est quelque chose qui est très gourmand en énergie. Et donc, on a pu voir avec les estimations de la COP que cela contribue à hauteur de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on voit que c'est un problème qui est extrêmement à propos et dont on ne parle pas suffisamment en termes de gestion de l'eau. Donc, il n'y a pas vraiment de tri, de solutions techniques. On a tendance à se retrouver un peu coincé en termes de gouvernance et de gestion de ces questions. Donc, la gouvernance de l'eau urbaine et notamment face au changement climatique et avec les besoins d'organisation rapide est de façon légitime un véritable défi et c'est quelque chose qui est bien reconnu. Mais simplement pour souligner quelques caractéristiques, évidemment, il y a l'échelle de laquelle on parle, qui fait partie de la discussion et qui, évidemment, n'aide pas à avoir une gouvernance fluide. Souvent, il y a une inadéquation entre les différentes juridictions administratives, la gestion de l'eau et les bassins des unités de l'eau d'un point de vue géographique. Donc, il y a différents niveaux de complexité et puis, bien sûr, différents groupes de parties prenantes ainsi que différents secteurs qui sont associés à la gouvernance de l'eau, notamment dans les zones urbaines, lorsque le changement climatique s'invite également dans l'équation. Donc, il y a beaucoup de fragmentation des responsabilités, on l'a vu dans les présentations. Et je crois que les présentations qu'on a entendues ont vraiment souligné de façon très probante cette fragmentation pour les questions de gouvernance. Donc, on sait qu'il n'y a pas un seul modèle qui existe pour la gouvernance de l'eau urbaine dans les mégapoles. Il y a les principes qui ont été adoptés en 2016, qui ont fourni une base très solide pour des principes qui puissent s'appliquer à l'échelle mondiale. Mais effectivement, il n'y a pas une seule solution miracle. La gouvernance de l'eau est bonne si elle est efficace, si elle remplit sa mission, si elle est inclusive, quelle que soit la forme que cette gouvernance puisse prendre. De plus, il y a également des cadres de gestion de l'eau urbain qui sont en évolution, qui permettent de fournir des éclairages sur la façon dont ces cadres peuvent aider à la gouvernance de l'eau, des orientations
qui nous proviennent donc de ces différents systèmes, et ces informations vont nous aider pour nous intéresser pas uniquement à une bonne gouvernance de l'eau urbaine, mais essayer de voir comment on peut faire une transition vers une gestion de l'eau urbaine qui puisse faire face au changement climatique. Donc, l'idée, c'est d'avoir une approche plus globale, une approche plus de bassin. On prend en compte différentes sources d'eau, eau de pluie fluviale, donc au provenant de tempêtes. Il y a également la question des différents usages. Par exemple, à Téhéran, l'utilisation des eaux usées pour les parcs urbains. Et puis, il y a également donc l'accent mis sur les solutions fondées sur la nature pour tout ce qui est utilisation, régénération, etc. Donc, on voit qu'il y a des principes et des cadres très variés. Et parmi eux, j'aimerais en mettre 3 en valeur de la perspective de UN Habitat. Parfois, on a tendance à les ignorer. Tout d'abord, la coordination. On en parle tous, mais j'aimerais parler de la coordination avec tous les acteurs de l'aménagement urbain. Donc, on a vu que pour chaque ville, il y a beaucoup d'organisations, d'entités, de parties prenantes qui s'occupent de l'eau, et on voit qu'il y a des doublons, des chevauchements dans certains domaines, alors que dans d'autres domaines, il y a des lacunes, notamment au niveau financier. Et donc, il y a un manque de coordination qui empêche l'innovation vers une gestion de l'eau sobre en carbone et qui puisse faire face au changement climatique. Donc, comment faire en sorte de surmonter cette fragmentation du système de gouvernance? Eh bien, finalement, l'idée, ce n'est pas forcément d'avoir quelque chose de plus centralisé. Et peut-être que les rôles et les responsabilités n'ont pas forcément besoin d'être très, très clairement définis, mais ce qui fonctionne, c'est lorsqu'il y a une bonne coordination. Il faut qu'il y ait cette bonne coordination pour s'assurer qu'il y ait un dialogue permanent. Et petit à petit, donc, ce sont des systèmes qui évoluent vers des cadres où il y a davantage de transparence, de redevabilité. Donc, la coordination est vraiment nécessaire, je crois, et notamment la coordination avec tout le secteur de l'aménagement urbain, un travail qui a un impact important sur le secteur de l'eau. Donc, la taille, la densité et d'autres facteurs auxquels font face les planificateurs urbains, la perméabilité des villes, les espaces verts, etc. Tous ces éléments sont très importants pour la gestion et la gouvernance de l'eau. Et donc, il peut y avoir un lien avec la gestion de l'eau. Il vous reste 2 minutes, Julie. D'accord, merci. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de bons exemples de cette coordination dans des villes. En Australie, par exemple, à San Francisco, on a pu en voir des exemples. Deuxième point que je souhaiterais souligner, c'est l'informalité. L'informalité est très importante dans les mégapoles et pourtant, on a tendance à l'ignorer. C'est le secteur informel qui est le plus vulnérable au changement climatique. Il y a près d'1 milliard de citadins qui vivent dans des bidonvilles aujourd'hui. Donc, dans des logements salubres, des environnements compromis, il y a très peu d'infrastructures pour faire face à cela. Et donc, ces résidents informels sont également très dépendants et doivent fournir un travail informel, notamment dans l'assainissement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important en termes de volume et qui est totalement ignoré par les questions d'assainissement, etc. Il y a le rapport spécial du GIEC qui a appelé ces institutions à être plus reconnues, à être davantage prises en compte dans les cadres de gouvernance, et notamment lorsqu'on parle d'eau et d'adaptation. Et enfin, très brièvement,
je souhaiterais mettre l'accent sur l'importance du renforcement de capacité. Donc ça, évidemment, c'est une évidence, mais il y a un besoin de nouvelles capacités pour faire face aux besoins en termes de gestion de l'eau, notamment face au changement climatique. Donc, il y a tous les outils traditionnels en termes d'ingénierie, les compétences, également les nouvelles informations sur le changement climatique, la façon dont on va gérer tout cela à l'avenir, mais cela implique également le fait d'acquérir des soft skills, des compétences que n'ont pas forcément les ingénieurs en eau, mais des choses liées à la participation, au partenariat, à la planification, à l'agilité. Et ce type de forum international, justement, est très utile à cet égard. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut apprendre de ce type de forum, notamment dans l'utilisation des réseaux internationaux qui peuvent être très utiles. Merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup, Julie, pour votre présentation. Et nous allons maintenant poursuivre par une session de questions-réponses. Monsieur Chavouchian, première question. Est-ce que la population iranienne est plus sensible au gâchis de l'eau au Téhéran? Et je voudrais peut-être rajouter également à cette question la question de l'utilisation potentielle des eaux qui sont moins conventionnelles, parce que j'ai vu dans votre présentation que vous avez des problèmes avec les eaux usées. Il y a une certaine partie qui n'est pas collectée, et si c'est collecté, ce n'est pas traité. Donc, qu'en est-il d'autres possibilités? Parce que vous habitez dans une région qui est très sèche, bien sûr. Oui, merci beaucoup. C'est une très bonne question. Je serais ravie de répondre. Oui, effectivement, il est important de prendre en compte les eaux qui ne sont pas conventionnelles. Et l'utilisation des eaux usées est important. De recharger les eaux souterraines, ça serait une des options. Et si on parle de Téhéran et des mégapoles, peut-être que cette valorisation des eaux usées serait une option. Mais la municipalité de Téhéran aujourd'hui discute avec les ministères pour pouvoir acquérir le droit de traiter 200 millions de mètres cubes des eaux usées qui vont être traitées et qui pourraient être utilisées pour les espaces verts et les espaces publics. Comme vous le savez, les eaux non conventionnelles peuvent être utilisées dans d'autres systèmes d'assainissement. Et également, l'eau de mer peut être utilisée. Vous savez que l'Iran est entouré de mer, mer Caspienne par exemple, mais les options pour l'utilisation des eaux non conventionnelles seraient plutôt le traitement des eaux usées. Mais merci d'avoir posé la question. Merci. Prochaine question. Vous parlez du développement du traitement d'eau dans la cité de Lagos. Est-ce que vous pourrez peut-être nous parler de comment vous pourrez gérer des établissements qui sont moins informels et leurs besoins en eau? Alors, c'est une très bonne question, mais est-ce que vous pourriez répéter? Pourriez-vous répéter la question? Je n'ai pas compris la question. Qu'en est-il de l'équilibre de l'eau? Quels sont les développements en matière d'eau à Lagos et qu'en est-il de la gestion des établissements informels, les pauvres, ceux qui habitent dans les bidonvilles de la ville? Oui, merci beaucoup pour cette question. Nous avons les perspectives du développement de l'eau. Nous avons le gouvernement qui est chargé des mégapoles qui effectue actuellement, qui tient des discussions sur comment élargir la quantité des ressources en eau, construire de nouvelles usines de traitement
Nous avons beaucoup de rivières, nous avons beaucoup d'eau. Le problème, c'est le traitement, la valorisation de cette eau et le transport de cette eau aux usagers. Et je crois que très bientôt, nous allons voir beaucoup d'améliorations dans ce domaine. Pour ce qui est des établissements dans les régions les plus pauvres, aujourd'hui, il y a très peu de fournitures d'eau publique dans ces régions. Il faudrait essayer d'augmenter ces ressources en eau pour que ces régions plus pauvres puissent recevoir des eaux publiques, des systèmes publics. Alors, l'État est tout à fait conscient de ces problèmes, des problèmes liés au changement climatique. Mais notre défi principal à Lagos, c'est que nous n'avons pas les données pour réellement mettre sur pied des projets qui vont résoudre nos problèmes. Donc, il faudrait plus de données et des données fiables qui nous aideront à mieux cerner le problème et améliorer la situation de ces personnes qui vivent dans la pauvreté. Alors, deux questions. J'ai une question pour Jean-Pierre et une autre après. Première, Jean-Pierre, s'il vous plaît. L'agglomération de Paris a plusieurs zones géographiques. C'est très complexe, mais Jenny a parlé des plateformes de coordination. Est-ce que vous avez l'intention de construire une sorte de plateforme de coordination pour l'agglomération de Paris? Qu'en pensez-vous? Micro, s'il vous plaît. Merci pour la question à laquelle je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tout de même l'outil du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est vraiment un outil puissant pour se projeter dans le futur et aborder autant les questions de changement climatique que de gestion de la pollution, de la politique publique en matière de gestion des ressources en eau. Aujourd'hui, en tout cas, il n'est pas prévu de mettre en place une plateforme spécifique sur ces enjeux-là. Je suis désolé, mais c'est une bonne question malgré tout, parce que la sensibilisation du public, l'expression des besoins des usagers, notamment par rapport au prix de l'eau, tout ça, ce sont des sujets qui sont aujourd'hui peu pris en compte. Thank you very much for your answer. Jill, the last two questions. Alors, merci beaucoup. Jill, les dernières questions sont pour vous. Comment est-ce que les réseaux mondiaux et les ONG peuvent aider à mieux gérer les problèmes en matière d'eau? Est-ce que tu peux dire la question en français, s'il te plaît? No, it was for Julie. Ce n'est pas pour vous, c'est pour Julie Perkins. Ce n'est pas pour vous. Judy, avez-vous besoin que je répète la question? Non, non, j'ai très bien compris la question, dit Judy. Je crois qu'une des choses qui se passe avec le changement climatique, avec l'intensification des défis auxquels nous nous trouvons confrontés, c'est qu'il y a de moins en moins de temps pour apprendre comme nous le faisions autrefois, d'apprendre des leçons d'autres villes qui essayent de faire face à ces défis. Il y a beaucoup de défis pareils dans les villes, mais il y a tellement à apprendre et on pourrait apprendre beaucoup des expériences des autres. Donc, pour moi, ces réseaux d'apprentissage sont très importants. Et moi, je travaille avec l'Alliance des partenariats
de la gestion d'eau. C'est une alliance basée sur des partenariats sans but lucratif qui impliquent des différentes villes. Il y a souvent des multi-parties prenantes au niveau de la ville. Et ce sont vraiment des outils extrêmement puissants pour aider ceux qui travaillent, les acteurs dans le domaine de l'eau, d'améliorer leurs capacités et leurs performances pour mieux faire face à ces défis d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette réponse. Régis Thibault va maintenant nous donner son point de vue de cette séance de ce matin. Régis, s'il vous plaît. Merci, Michel. Je n'ai que 5 minutes. Généralement, il m'aurait fallu 2 jours, mais en tout cas, merci à vous, Michel, pour l'organisation de ce panel. Merci donc de votre organisation des différentes présentations. Et Julie, en fait, a déjà commencé à formuler une synthèse, donc c'était très intéressant, mais je vais insister sur quelques points. En fait, tout était dans le titre de la conférence, puisqu'on parlait de gouvernance, on parlait de gestion de l'eau, on parlait du changement climatique, du changement mondial, en fait, puisqu'on l'a vu dans la présentation sur Téhéran. Il ne s'agit pas uniquement du changement climatique, mais également de l'urbanisation, par exemple, qui est une question extrêmement importante. J'ai pris de nombreuses notes, mais je n'ai que 4 minutes. Donc, on a vu qu'il existe différents modèles du point de vue des gestionnaires. On peut voir que les systèmes intégrés sont très performants, avec réduction du risque de catastrophe. Par exemple, les choses sont très différentes à Lagos. Et puis, il y a l'exemple de Paris. Jean-Pierre l'a dit de façon tout à fait honnête. En fait, tout est opérationnel. Il y a beaucoup d'institutions, mais il y a la planification. Ça, c'est une spécialité française, ce qui n'est pas si mal que ça, mais ça pourrait être mieux. J'ai été chargée de la prévention des inondations à Paris. Je pense qu'il serait nécessaire d'organiser ce type de conférence, de plateforme, comme vous l'avez dit, Michel. Et on a un exemple, puisque le président de la métropole du Grand Paris a dit j'attends des recommandations à l'issue de cette conférence. Et finalement, il y a également la responsabilité de l'aire de la région métropolitaine et puis le PTB chargé de la gestion des crues, des inondations. Donc, peut-être que ça pourrait être utile de commencer à développer ce type de plateforme. Et c'est un message d'ailleurs pour toute l'agglomération, pour toutes les mégapoles, puisque les 2 problématiques principales, c'est d'abord de parler de la coordination entre les différentes institutions à différents niveaux, niveau national, niveau local, niveau régional, niveau de l'État fédéral. Donc, c'est très compliqué. Julie l'a très bien expliqué. Tout est très compliqué. Et cela représente donc de nombreux défis. Et le problème principal en termes de gouvernance, c'est vraiment la coordination. Et le deuxième défi, c'est l'association du public, des parties prenantes. Et c'est pour cela que j'aurais apprécié de pouvoir continuer à discuter de tous ces exemples très intéressants. On a très peu d'informations sur la façon dont la population, les habitants, sont associés à ces politiques. C'est très important. La question de Michel était excellente. À Téhéran, ce sera sans doute difficile en raison de la rareté de l'eau, etc. Mais comment faire en sorte d'associer les habitants à Téhéran, par exemple? Comment associer les habitants à New York pour lutter contre l'augmentation du niveau de la mer? À Paris, par exemple, dans la région parisienne, tout ce qui est sécheresse, raréfaction de l'eau, c'est un vrai problème. Ça va être d'autant plus important dans les 20-30 prochaines années. Donc voilà les 2 points principaux, les 2 défis principaux. Et comme l'a dit Jean-Pierre au début, il faut associer les politiques, les gestionnaires, les experts, les chercheurs, la société civile. Ça, c'est un modèle essentiel pour l'avenir. Et comme l'a dit
la représentante de l'ONU, c'est très important de continuer à discuter avec toutes ces mégapoles du monde, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites dans l'avenir, et c'est un sujet essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Régis, pour cette synthèse extrêmement spécifique, pour cette perspective essentielle. Effectivement, la question clé, c'est vraiment de partager cette vision avec toutes les parties prenantes, toute la communauté scientifique, les opérateurs, gestionnaires, effectivement, le grand public qui doit être associé également. La question de la consommation de l'eau à terrain, par exemple. Est très intéressante. Il faut s'intéresser à la participation du public. Et il y a des crises qui se sont déroulées dans certains endroits. Donc, il faut essayer de voir comment rassembler tout le monde autour de la table afin qu'il puisse y avoir un partage de vues et de prévisions et afin que l'on puisse aboutir à des solutions pour résoudre la crise. Eh bien, je voudrais maintenant remercier tous les participants, tous les panélistes. Merci pour vos présentations. Merci d'avoir répondu aux questions. C'était passionnant et très intéressant pour tous les participants. Je suis sûre que tous les participants ont été ravis d'avoir assisté à cette séance. Je souhaite également remercier tous les organisateurs, notamment notre collègue M. Nguyen, et je souhaitais également remercier tous les participants à cette séance. Merci. Et je rends la parole au comité organisateur. Merci, Chichi. Merci, Monsieur Laforgue. Merci à tous les orateurs et oratrices. Et merci également à tous les participants de votre intérêt et de votre attention. Vous pouvez rester en ligne. Il y a 3 autres séances parallèles qui vont commencer à 11 h. On pourra parler de la nouvelle culture de l'eau et également des... Merci, au revoir. Nous vivons un moment historique. Jamais le devenir de l'humanité n'a été aussi intimement lié aux impératifs écologiques. Il y a urgence. Le climat se dérègle, les ressources naturelles se raréfient, la biodiversité s'effondre. Oui, la maison brûle. Désormais, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Maintenant, il faut agir. Une partie des solutions concrètes et à fort impact existent déjà. Nous avons plus que jamais besoin des acteurs industriels pour en accélérer le déploiement. D'autres problèmes restent à résoudre. Nous devons mettre tout en œuvre pour inventer les solutions de demain. Nous devons aller au-delà de la seule transition, car nous n'avons plus le temps d'adapter graduellement nos façons de faire. Pour réconcilier environnement et développement humain, nous devons faire des choix nets, difficiles, structurants. C'est pourquoi Veolia nourrit une ambition plus haute, plus forte, plus exigeante aussi, la transformation écologique. La transformation écologique, c'est l'adaptation radicale de nos modes de production et de consommation. C'est mettre l'écologie au cœur de tous les processus, de toutes les délibérations, de tous les arbitrages. C'est développer les solutions radicales et utiles pour relever les défis essentiels de l'humanité. Décarboner l'industrie pour lutter contre le réchauffement climatique, promouvoir l'économie circulaire pour lutter contre la raréfaction des ressources, dépolluer l'air, l'eau, les sols, sauvegarder la biodiversité et enfin inventer une agriculture plus économe en ressources. Rien de tout cela ne serait possible sans l'action coordonnée de toutes nos parties prenantes. Nos 180 000 salariés, bien sûr, mais aussi nos clients, nos actionnaires, nos partenaires, et plus largement la société dans son ensemble. Engagés dans une démarche de performance plurielle, nous sommes convaincus que les impératifs économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux doivent former un tout indissociable. Dépolluer, assainir, purifier, recycler, valoriser, préserver et faciliter l'accès aux ressources, depuis toujours, Veolia conçoit les solutions capables de construire un avenir meilleur et plus durable pour tous.
Aujourd'hui, nous voulons devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique. Notre ambition est immense, notre détermination aussi. La transformation écologique, c'est notre raison d'être. This is an historic moment. Never has humanity's future been so closely entwined with environmental concerns. This is urgent. Our climate is changing. Natural resources are running out. Biodiversity is collapsing. Our house is on fire. We all know it. Everyone is talking about it. Now we must act. Practical, high-impact solutions already exist. Now more than ever, we need industrial players to accelerate their deployment. But other problems remain to be solved. We must do all we can to invent the solutions of tomorrow. We must go beyond transition. There is no time left for gradually changing our methods. To reconcile the environment and human development, we must make decisive, difficult and structuring choices. That is why Veolia aspires to a larger, higher, more challenging ambition: ecological transformation. Ecological transformation means genuinely adapting our patterns of production and consumption. It means placing ecology at the heart of every process, every assessment, every decision. It means developing radical, meaningful solutions to meet humanity's existential challenges. Decarbonizing industry to combat climate warming, promoting the circular economy to combat resource depletion, decontaminating the air, water and soil, protecting biodiversity, and creating a more resource-efficient agriculture. None of this would be possible without the coordinated action of all our stakeholders. Our 180,000 employees, of course, but also our customers, our shareholders, our partners, and wider society as a whole. We are committed to delivering a multifaceted performance and convinced that economic, social, and environmental concerns must form an indivisible whole. Decontaminating, sanitizing, purifying, recycling, recovering, conserving, and facilitating access to resources, Veolia has always worked to create solutions capable of building a better, more sustainable future for all. Today, we want to become the benchmark company for ecological transformation. Our ambition is huge, but so is our determination. Ecological transformation, that is our purpose.